Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Riyad Ben Fadel, bienvenue à Radio M. C'est avec plaisir que nous accueillons un collègue, puisque vous êtes depuis bientôt 25 ans éditeur et rédacteur en chef de l'édition arabe du Monde diplomatique. Rappelons également pour l'histoire que vous avez échappé miraculeusement à la mort après avoir été victime d'un attentat par balle le 23 mai 2000 à Tunis. Et ça s'est passé 2 jours après avoir publié dans le quotidien français Le Monde un article devenu célèbre, Le syndrome de Carthage, où vous demandiez au président Ben Ali de quitter le pouvoir. Aujourd'hui, Riyad Ben Fadel, vous êtes le coordinateur général du parti Al-Qutb, le pôle, qui est l'héritier du pôle démocratique moderniste, Al-Qutb al-Démocrate al-Hadathi, une coalition politique de gauche mise en place pour les élections de l'Assemblée constituante du 23 octobre 2011. Vous y aviez obtenu alors 5 sièges. Aujourd'hui, Al-Qutb est devenu un parti autonome et qui a été une composante du Front populaire, Al-Jabha al-Sha'biya, de 2013 à 2019. De 2013 à 2019. Alors, depuis le début de l'année 2022, vous avez rejoint une coalition de 5 partis de gauche et de centre-gauche, El Khoumessi, comme on l'appelle ici, qui s'est constituée autour d'un objectif unique et central, faire barrage à la feuille de route de Kais Saied. Après la tenue du référendum, donc du 25 juillet, il y a quelques jours, et l'adoption de la nouvelle constitution, la constitution de Kais Saied, votre objectif n'est pas atteint clairement. D'abord, je tenais à vous remercier pour l'invitation et j'ai un plaisir marqué de partager mon opinion et d'avoir un auditoire algérien, y compris au pays, ainsi que dans la diaspora et en particulier en France. Nous avons effectivement Hizb al-Qutb, le parti du pôle, animé et mis en place avec 4 autres partis de gauche et de centre-gauche, ce que nous avons appelé la campagne nationale contre le référendum. Et l'Ibel Arbiya s'exprimait beaucoup mieux, c'était Isqat, l'Istiftah, qui voulait dire mettre à bas, faire échec au référendum. Écoutez, il y a 2 approches dans un verre à moitié vide. Soit il est à moitié vide, soit il est à moitié plein. Le président de la République et ses cercles les plus intimes avaient besoin d'une moubaïa, d'un plébiscite. Okay, et les 4/5, je dirais peut-être un peu plus des gens qui ont voté et qui ont participé en votant oui, étaient persuadés qu'ils avaient à voter pour Kais Saied ou pour le retour d'un Nahda qui représente aujourd'hui un repoussoir avec les 10 dernières années qui ont été assez dramatiques pour le peuple tunisien. Et donc aujourd'hui, et concrètement, malgré les falsifications, malgré les manipulations, moins d'un Tunisien sur 4, donc nous avons des estimations qui parlent de 16 à 18% de participation, mais quand bien même, prenons le chiffre officiel qui va être, je pense, révisé à la baisse, parce que là, depuis 2 jours, on est en train d'avoir des preuves flagrantes de manipulation des résultats régionaux qui sont faits par l'IRI, qui sont les bureaux régionaux dans les wilayas de l'ISI, qui est l'instance électorale tunisienne, et on se retrouve avec donc 30% de participation, c'est-à-dire ce qui ne représente moins d'un Tunisien sur 3. Pour le vote d'une constitution, pour la mise en place de la 3e République tunisienne, qu'il appelle de ses voeux et qu'il dénomme Al-Jumhuriyya Jadida, la Nouvelle République. Donc, nous ne sommes pas idiots, nous savons que dans le camp des gens qui n'ont pas voté, il y a des gens qui n'ont pas voté parce qu'ils sont dégoûtés aujourd'hui par la chose publique, par ce qui s'est passé dans le pays, par les responsabilités de la classe politique en général, mais ceci dit, en tenant compte des chiffres officiels qui sont bidonnés, et les jours qui viennent vont prouver la chose, puisque nous allons réclamer un recomptage
des suffrages. Et nous allons surtout réclamer, ce qui est notre droit le plus légitime et qui a eu lieu pendant les 7 dernières élections qui ont été pilotées et sous contrôle de l'ISI, la publication des PV de toutes les IRI, de toutes ces instances régionales. Cette année, personne ne sait pourquoi ces PV n'ont pas été publiés. Les facsimilés n'ont pas été publiés. Donc aujourd'hui, nous estimons qu'avec moins d'un Tunisien sur 3 qui ne s'est pas senti impliqué par ce processus, qui a démarré le 25 juillet de l'année précédente, c'est un échec patent de ce gouvernement et de la présidence de la République. Et nous pensons tout au contraire que le compte à rebours commence depuis hier, et pas l'inverse. Aujourd'hui, Kais Saïed a réussi, mais bon, il a réussi... il court tout seul dans ce sprint, puisqu'il n'y a pas de seuil minimal de représentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il aurait suffi que 10 000 personnes se présentent aux élections et que 8 000 appellent à voter pour la Constitution, cette Constitution passée. Il n'y a pas... C'est-à-dire que c'est un cas d'espèce extrêmement rare dans l'histoire du droit comparé, dans l'histoire des transitions démocratiques, où la loi des lois, qu'est la Constitution, n'est soumise à aucun minimum de participation au Soudan. Et je vais conclure sur ça. Au Soudan, lorsque le SPLA, c'est-à-dire l'essentiel de la force politique du Sud-Soudan, a réclamé un scrutin d'autodétermination, les Nations Unies ont donné leur accord, mais à la condition qu'il y ait un taux de participation minimal de 50%. De 60%, excusez-moi, de 60%. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu 72% de taux de participation. La majorité écrasante a voté pour l'indépendance du Soudan. Et en France, une liste municipale ou législative qui peut avoir 70% des voix, elle n'est pas considérée comme élue si elle ne représente pas au minimum 25% du corps électoral. Et on parle d'élections municipales. Donc il y a un vrai problème de légitimité de ce scrutin et on va aller dans le détail sur les problèmes qui ont eu après. Alors, je reprends votre terme légitimité. Au-delà des détails sur la manipulation des chiffres, en gros, les observateurs ici à Tunis constatent que si on prend les chiffres du premier de l'organisme de sondage, Sigma Conseil, qui a fait le sondage sorti des urnes, de manière officielle, ça a été commandé par la télévision nationale. Ils sont connus pour être plutôt sérieux. Ils ont donné un chiffre de participation de 25%. 25%, tout à fait. Le soir même, on a le président de l'instance supérieure indépendante des élections qui annonce un chiffre de 27,5%. Et c'est uniquement le lendemain que tout d'un coup, on a 400 000 voix qui surgissent d'on ne sait où et qui augmentent ce taux de participation. Mais disons que pour les observateurs sérieux, en gros, on a un Tunisien sur 4 qui est allé voter. Et en gros, on a moins d'un Tunisien sur 4 qui a voté pour Tout à fait. la constitution de Kais Saïed, sans compter que, semble-t-il, d'après l'étude donc, de sondage de Sigma Conseil, beaucoup de gens sont allés voter non pas pour la constitution, qu'ils n'avaient jamais lue, mais sont allés voter contre Nahda, ou contre le retour d'un Nahda au pouvoir, ou pour la sympathie qu'ils ont pour le président de la République, qui est un homme honnête et intègre. Donc, ce que je veux dire, aujourd'hui, la réalité, donc, elle est là. Kais Saïed, après ce référendum, on montre clairement que le soutien populaire qu'il a est un soutien minoritaire dans la population. Puisque même ceux qui ne sont pas allés voter, non pas pour des raisons politiques, etc., mais plus de la moitié des abstentionnistes sont allés à la plage, sont des gens qui ne s'intéressent pas, qui ne soutiennent pas Kais Saïed, qui ne le contestent pas, mais qui n'adhèrent pas à son projet. Tout à fait. Donc, dans cette configuration, il y a 3/4 de la population tunisienne qui est en friche, on dirait. Et vous, l'opposition de gauche, alors il y a vous, les partis de gauche, de centre-gauche, mais il y a une opposition des gens de droite libérale, il y a une opposition islamo-conservatrice. Aucun de ces pôles n'arrive à capter ce potentiel, cette friche, qui est énorme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Kais Saïed surfe sur la vague il surfe sur la vague de l'abstention. Finalement, c'est des gens qui s'abstiennent,
qui ne sont pas pour Kais Saïed, mais qui ne sont pas non plus, qui n'adhèrent pas au projet de l'opposition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, la base électorale du président s'est très 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 largement effritée. Les sondages de Sigma Conseil et surtout les premiers chiffres préliminaires de l'instance électorale LISI indiquent que le vote est un vote masculin, indiquent que la part des jeunes qui ont participé à ce vote est infime, qu'elle est ridicule, et que nous sommes sur un vote périurbain, rural, et sur un vote masculin et de personnes de plus de 45 ans. Donc toute la problématique de cette révolution de la jeunesse que promeut le président de la République est complètement mise à nu. Effectivement, il serait prétentieux d'indiquer que 3 Tunisiens sur 4 ont refusé le projet de Kais Saïed. Pour être beaucoup plus juste, effectivement, 3 Tunisiens sur 4 ne se sentent pas impliqués par le projet de Kais Saïed. Et ce que vous appelez être une friche est une vraie friche. Et donc l'opposition tunisienne, qui dans des conditions très difficiles, puisque la télévision publique n'est plus une télévision publique, c'est une télévision gouvernementale. Je veux dire, l'État tunisien a été complètement impliqué dans cette bataille. Et pas que l'État tunisien. Je veux dire, je tiens à rappeler que des États proches de nous, et frontaliers, dont l'Algérie, ont appelé à voter au référendum, ce qui est une intervention directe dans nos affaires intérieures. Et peu de Tunisiens vous le diront, ça. Nous avons un respect profond pour nos frères algériens. Nous considérons que nous sommes un peuple commun partagé entre 2 États, mais l'intervention du président Tebboune appelant à participer au référendum n'aurait pas dû avoir lieu d'être, et nous la déplorons profondément. Ceci ne remet aucunement en cause notre vision et notre fraternité avec nos frères algériens, mais chaque pays est libre de faire ses choix en toute maturité, et nous le réitérons, cette intervention était complètement déplacée. Donc, des États comme l'Algérie ont appelé à voter, l'État profond tunisien, l'administration tunisienne s'est impliquée à fond dans cette affaire-là, et avec cela, 1 Tunisien sur 4 a voté. Et dans ce Tunisien sur 4, il y a 8 à 9% de non. Donc c'est un désaveu clair, précis et net. Maintenant, comment cette friche doit être mise en valeur pour que demain, elle contribue à changer la donne et à refuser une constitution qui est une constitution, dire bonapartiste, c'est peu. C'est une constitution d'un absolutisme total. C'est un pouvoir, elle génère un pouvoir présidentiel, hyper présidentiel. C'est quelqu'un qui a le droit de demander des comptes à quiconque et qui en même temps est exempt de tout contrôle et de toute redevabilité. Donc aujourd'hui, l'opposition démocratique doit tirer les leçons des 10 ans passés. En très peu de temps, depuis le mois de mai, nous avons mis en place cette structure qui s'appelle le CNCRC, qui est la campagne nationale contre le référendum. On doit très vite, d'ailleurs nous sommes dans les jours qui viennent dans une phase d'appréciation et d'évaluation critique de cette expérience courte, et j'espère que nous allons tirer les leçons qui vont nous permettre de dépasser nos divisions et d'avoir une plateforme minimale unique qui est de faire tomber ce système, ce gouvernement, et de refuser les diktats économiques et sociaux que va payer le peuple tunisien d'une manière extrêmement douloureuse. Alors, c'est peut-être très rapidement, mais est-ce que vous venez de dire qu'il faut faire le bilan des 10 années, la décennie écoulée, donc depuis la révolution de 2011, a effectivement déçu la grande majorité du peuple tunisien, d'où la situation d'aujourd'hui. Et parmi les causes de cette forte déception, il y a évidemment le comportement, on dirait, des partis politiques, des hommes politiques, des élites, qui ont conduit ce processus de transition démocratique. Alors très rapidement, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a mal fonctionné dans ce processus de transition, et notamment chez les élites politiques? À mon avis, il y a eu un très grand quiproquo. Dès 2011, et vous, dans votre présentation, vous avez indiqué que nous avions mis en place le pôle démocratique moderniste et que nous avions ouvert les discussions avec l'ensemble de la famille démocratique
de gauche, de centre-gauche et même de centre libéral. Et tout le monde voulait se compter. Tout le monde voulait se compter et de toute façon, on va aller seul aux élections et on se retrouvera après à l'Assemblée, à l'ARP, à l'Assemblée des représentants du peuple, constituante. Donc on s'est retrouvé dans une situation où la famille démocratique ou la famille moderniste, divisée la veille des élections, s'est retrouvée complètement laminée le jour où elle a été amenée à siéger à l'ANC, à l'Assemblée nationale constituante. Et ce narcissisme des dirigeants politiques, cette non-maturité des élites politiques, s'est poursuivie puisque en 2014, après le fantastique retour de Silbej Qaït-Sepsi, qui doit être enseigné en Sciences Po, parce qu'en quelques mois, il a réussi à contrebalancer l'hégémonie d'Ennahda et avoir un parti qui avait 42% des voix à l'Assemblée, a tourné kazakh à ses promesses électorales et s'est allié avec Ennahda. Et c'est effectivement depuis 2014 que les choses ont complètement empiré en termes de dégoût de la chose publique, de rejet des élites, parce qu'on s'est dit qu'on peut voter comme on veut, in fine, les élites font ce qu'elles veulent. Et ça a pris des proportions énormes, c'est rajouté à la crise économique, les 2 années de Covid, et ça a fini par préparer le terrain, ça a fini par faire le lit du populisme en Tunisie. Et cette décennie, elle est noire sur certains aspects, mais elle a également des aspects positifs en termes de liberté démocratique, en termes de liberté d'expression, en termes de constitution. Nous avons eu une constitution qui mérite d'être corrigée à la marge, mais qui fondamentalement est une constitution démocratique, progressiste, dans laquelle le terme d'état civil est indiqué 4 fois. Vous avez un président de la République qui, avant-hier, sur l'avenue Habib Bourguiba, lorsqu'on lui parle d'état civil, il dit « Moi, je connais que la sécurité civile et l'état civil municipal ». Et donc, aujourd'hui, il y a des remises en cause profondes de l'équilibre tunisien, des remises en cause profondes de la tunisianité de ce pays-là, sur lesquelles il ne faut pas céder. Donc, effectivement, il y a nécessité d'une réforme profonde au sein des partis politiques tunisiens. Il y a un narcissisme de nos dirigeants qui doit cesser également. Et il faut, et je le dis tout haut, il faut que les jeunes, dans nos partis, prennent leurs responsabilités et qu'on les laisse prendre leurs responsabilités. Alors, maintenant, sur le bilan, on voit bien les éléments qui vous semblent déterminants. Mais alors, au-delà des contestations dont a fait l'objet le référendum, on en a parlé tout à l'heure, ce référendum, cette nouvelle constitution, c'est clair que ça révèle la fin d'une époque. Tout à fait. Donc la fin de la décennie. Mais plus grave, ça révèle aussi l'absence de perspective. Ce dont on vient de parler. Malheureusement, c'est très concomitant. Voilà. Et c'est très exactement ce que Gramsci appelle la crise. Il l'a défini comme ça. Et donc, dans la classe politique, donc l'opposition dont vous faites partie, ne parvient pas à exister sans Nahda, on a l'impression, qui est toujours drivé par le très contesté Ranouchi. Et or, l'allergie islamiste, on l'a vu clairement, elle plombe toute proposition alternative. Alors, comment est-ce que vous faites partie de cette coalition de l'opposition, évidemment, qui ne veut pas faire d'alliance avec Nahda. Ça, on l'a bien. Mais il y a une autre partie relativement importante de l'échiquier politique qui continue, là, le front, on appelle ça le front du salut national, qui est avec Nahda. Alors, comment se sortir de... Mais écoutez, la réponse est simple. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler qu'effectivement, l'argumentaire que vous avez développé est l'argumentaire qui a été mis en place par les réseaux sociaux qui ont soutenu Kais Saïed. Aujourd'hui, je pense que la majorité écrasante des gens qui sont allés voter et qui ont voté oui, votaient dans leur inconscient, soit je vote pour Kais Saïed, et si je ne vote pas pour Kais Saïed, je vais concrètement valider le retour d'Ennahda au pouvoir. Et c'est ce repoussoir qui a été le principal élément au niveau des classes populaires qui ont voté pour Kais Saïed. Donc aujourd'hui, il est hors de question, en tout cas pour le Khotoubé, pour d'autres partis de la gauche radicale,
de faire alliance avec Ennahda, et encore moins, ou sinon sur le même niveau, avec les nostalgiques novembristes de Ben Ali. Nous devons aujourd'hui tracer notre route. Nous devons trouver de nouveaux moyens pour parler aux jeunes qui nous ont complètement délaissés. Et surtout, nous avons un problème de fond. Nous avons un discours, comme vous disiez, de Gramsci. Nous sommes dans la crise. Et Gramsci disait qu'à partir du moment où un parti de gauche perdait son hégémonie culturelle, il perdait sa bataille politique. Aujourd'hui, nous devons reprendre langue, avoir les moyens de revenir vers les couches populaires sur des thématiques que nous avons souvent abandonnées. Aujourd'hui, les Tunisiens et les plus défavorisés entre eux doivent savoir que ce qui arrive en termes économiques va être désastreux, va être calamiteux. Et donc, nous devons, nous, en tant que parti de gauche, et en particulier des partis de la gauche radicale, être capables de remettre les préoccupations économiques et sociales, ces urgences économiques et sociales, au cœur de notre débat, pour qu'on puisse de nouveau être en adéquation par rapport à un discours qui se veut un discours destiné aux couches les plus défavorisées, et qui aujourd'hui, ce n'est pas le cas aujourd'hui. La gauche tunisienne est une gauche de fonctionnaires, de syndicalistes, de petits bourgeois, et cette rupture sociologique, nous devons y travailler très très sérieusement. Elle est générationnelle, et c'est un drame pour la gauche tunisienne, et elle est sociale, et c'est un drame également pour la gauche tunisienne. Et c'est ce fantastique chantier. Moi, je pense honnêtement, et je ne le fanfaronne pas, moi, je suis convaincu dans mon fort intérieur que ce qui pouvait arriver le mieux pour la gauche tunisienne, c'est Kais Saïed. Parce qu'il nous a obligés d'aller au fond des choses. Aujourd'hui, dans le pire des cauchemars, aucun militant de gauche, aucun dirigeant de gauche ne pouvait voir la Tunisie, s'imaginer la Tunisie comme elle est aujourd'hui. Et Kais Saïed, en poussant le bouchon aussi loin, oblige la gauche à retravailler tous ses fondamentaux et aller au bout des problèmes. Parce que si Kais Saïed et si le système Kais Saïed persiste dans ce pays-là, c'est la fin, mais la fin totale de toute perspective de rupture avec le capitalisme et avec les formes libérales les plus sauvages en Tunisie. Et c'est la fin programmée de la gauche tunisienne dans toute sa diversité. Le populisme en Tunisie, comme dans le monde, la dernière porte qu'il ouvre, c'est la porte du fascisme. Nous ne sommes pas là, et on va tout faire pour que cette porte ne s'ouvre jamais et qu'on puisse renverser un système qui est en train de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Et aujourd'hui, c'est un système fondamentalement antidémocratique. Al-Bina al-Qaïdi, le conseillisme qu'il promeut, est tout sauf la démocratie. La démocratie représentative a de graves problèmes, nous pouvons y remédier, mais de là à jeter le bébé avec l'eau sale du bain, il n'en est pas question, parce qu'aujourd'hui, nous avons un Wilayat al-Fiqh, un guide spirituel, qui est le président de la République, et qui a tous les pouvoirs, et qui s'estime être au-dessus des lois. Et il n'a aucun problème. Et le populisme qu'il nourrit permet à une partie de la population de croire en lui, en voyant en lui un homme intègre, un homme honnête, et qui est en train de démolir, jour après jour, tout le travail qui a été fait par les générations futures de la mise en place de l'État-nation tunisien. Alors, vous le dites très justement ici, le problème fondamental, central, aujourd'hui pour la Tunisie, c'est Kais Saïed lui-même, c'est-à-dire son... la personne imputée personnée. Voilà, puisque en fait, il n'a pas derrière, il n'a pas de parti, il n'a pas de structure, donc c'est un homme seul qui veut gouverner seul. Et dans l'absolutisme le plus total, c'est une sorte de guide, comme vous dites, de guide spirituel, etc., et dont beaucoup d'ailleurs, aussi d'observateurs, se posent des questions sur son comportement, même sur des questions, je dirais, même sur un plan médical, qu'il a des comportements qui ne sont pas toujours dans les normes adéquates. Alors, et en même temps, vous parlez de la recomposition de la gauche, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de faire tomber le régime que veut instaurer Kais Saïed, et pour cela, il faut être prêt à toutes les alliances. Quelles alliances sont possibles demain pour élargir votre base et pour faire tomber Kais Saïed, puisque c'est votre objectif? Il est clair qu'il y a, comme on dit en arabe, il y a l'urgent et l'important.
aujourd'hui, l'urgence nationale, c'est d'empêcher la mise en place totale, le verrouillage total du système par Kais Saïed. Mais cette nécessité n'exclut pas les réformes que nous devons assumer. Et donc, c'est deux trajectoires complètement concomitantes, complètement parallèles. Nous devons travailler aux deux. Aujourd'hui, faire tomber Kais Saïed, la gauche démocratique, la gauche radicale, seule ne peut pas le faire. Okay. Mao Tse-tung disait qu'importe d'où partent les coups de feu, l'essentiel c'est qu'elles visent la même cible. Bon. Aujourd'hui, le peuple tunisien, dans sa majorité, a indiqué qu'il n'était pas du tout impliqué dans le processus de mise en place de cette nouvelle république, de cette troisième république. Les forces de gauche doivent, après cette petite expérience des forces de gauche et de centre-gauche, donc nous allons appeler, nous, le pôle, à élargir cette alliance à d'autres forces de gauche comme le Parti socialiste, comme El Massar, comme nos camarades également du Watat unifié, pour que cette volonté de changement de système soit empreinte le plus possible de volonté de transformation économique et sociale de ce pays. Maintenant, le peuple tunisien, dans sa majorité écrasante, n'a pas adhéré à ce projet-là, et le peuple tunisien, il y a, bon an, mal an, 20, 25%, 15% de personnes qui estiment que l'islam politique est la solution, et EST la solution. D'autres estiment, à 15-20% également, que le retour au système novembriste est la solution. Bon, aujourd'hui, système novembriste, donc le système de Ben Ali. Du 7 novembre, excusez-moi, du 7 novembre. Donc aujourd'hui, ces forces-là, chacune, à sa manière, travaille, et pour des objectifs différents, naturellement, chacune travaille à faire tomber le système que met en place le président Kais Saïed. Aujourd'hui, nous ne sommes pas disposés à créer de passerelles entre ce triangle, et nous avons la conviction que plus la gauche démocratique, plus la gauche radicale, plus le centre-gauche est capable de prendre ses responsabilités, plus vite ça permettra d'aller vers la chute de ce système. Mais il est évident qu'aujourd'hui, ni les islamistes, ni le PDL, qui est le parti de Mme Abir Moussi, qui représente l'expression la plus forte du retour au système de Ben Ali, n'avons intérêt, et je parle dans le terme le plus vénal du terme, à avoir des plateformes communes. Nous, en tout cas, c'est clair pour nous, c'est clair pour nos militants, c'est clair surtout pour nos jeunes, que toute collaboration avec soit Nahda et ses affidés, ou avec le PDL et le cercle des nostalgiques du régime Ben Ali, ne pourra nous conduire, nous, qu'à reporter au calendrier grec la mise en place d'une gauche de gouvernement, d'une gauche démocratique capable d'offrir des perspectives nouvelles au peuple tunisien. On nous pose cette question de manière simple, et j'y réponds de manière très simple. Nous savons que seuls, nous n'y arriverons pas. Donc chacun fait ce qu'il a à faire, et le peuple, dans les prochaines élections initiatives, choisira qui il voudra. Nous, aujourd'hui, on se bat pour un retour à l'état de droit. Oui, mais justement, donc vous dites chacun dans son coin fait ce qu'il a à faire. C'est-à-dire, en gros, il y a trois pôles. Il y a un pôle islamo-conservateur, dirigé par Nahda. Il y a un pôle des nostalgiques de Ben Ali, dirigé par Abir Moussi. Et il y a un pôle de gauche et démocratique, disons, moderniste pour simplifier, sans être forcément de gauche, dans lequel on peut peut-être même des libéraux de droite, des démocrates libéraux comme le parti Affaire Tounes, avec lesquels vous êtes prêts à travailler. Absolument. Vous ne travaillerez pas avec les islamo-conservateurs, ni avec les nostalgiques de Ben Ali, mais avec la droite libérale, démocratique, vous êtes prêts. Nous sommes prêts, puisque je vais vous dire les choses très simplement. Le pôle islamo-conservateur est constitué, il a une ossature organisationnelle et militante très importante, une surface financière très importante, et c'est un parti de masse. C'est peut-être le parti le plus helléniste de Tunisie, le pôle islamo-conservateur. À côté, le pôle des nostalgiques s'est unifié, puisqu'il y avait à l'époque 7 à 8 partis qui se réclamaient de l'héritage de Ben Ali, et qui aujourd'hui sont complètement sous la main
de Habib Moussi qui dirige ce pôle de manière extrêmement ferme. Donc, laissez-nous le temps de recomposer le pôle démocratique, moderniste et libéral dans le sens anglo-saxon du terme. Et nous avons la conviction que ceci peut se faire dans un laps de temps extrêmement ramassé. Et à ce moment-là, aujourd'hui, parce qu'il faut appeler un chat, le pôle démocratique, le pôle moderniste, le pôle progressiste est le plus faible des trois aujourd'hui. C'est une réalité qu'il ne faudrait pas ignorer. Et donc, nous allons tout faire par des remises en cause, par des critiques internes et par notre capacité à remettre les problématiques d'urgence économique et sociale au cœur de nos débats. On ne va pas abandonner les débats sociétaux. On ne va pas abandonner la bataille sur les libertés publiques et les libertés collectives et individuelles. Mais il faut que la question de l'urgence économique et sociale redevienne au cœur des préoccupations des forces de la gauche, des forces de la transformation sociale et économique dans ce pays. Alors, juste donc, pour terminer là-dessus, donc, vous venez de décrire les trois pôles. Vous êtes le pôle de gauche et des démocrates, disons le plus faible des trois. Mais enfin, est-ce que, et vous l'avez esquissé tout à l'heure, est-ce que avec les problèmes économiques et sociaux qui arrivent, les négociations avec le FMI qui ne se débloquent pas, donc les difficultés que le citoyen tunisien va vivre dès la rentrée sociale, est-ce que aller puiser dans le vivier de ceux qui soutiennent aujourd'hui, de ceux qui ont soutenu et qui continuent de soutenir Kais Saïed, en gros chez les classes les plus populaires, pour vous, la gauche, est-ce que vous avez les moyens d'aller mobiliser cet électorat-là pour les retourner contre Kais Saïed? Mais si l'autre, je vais vous dire les choses très simplement, nous sommes fiers de ce résultat, mais en même temps, dans ce résultat, il y a une catastrophe pour la gauche tunisienne. Ce sont les classes populaires qui ont représenté le plus fort potentiel de vote pour la constitution de Kais Saïed. Donc ça doit nous interpeller en direct. Il est évident que, je le dis comme ça à la louche, que 4/5, que 3/5 des gens qui ont voté, des personnes, des citoyens qui ont voté pour Kais Saïed et pour sa constitution, sont notre public historique. Et donc, la crise économique qui va arriver, et je vous informe que le président Kais Saïed va tout faire pour ne pas signer l'accord avec le FMI, parce qu'il sait pertinemment que cet accord-là va coûter très très cher aux couches les plus populaires. Le président Kais Saïed, en paraphant la loi de finances 2022, a annoncé publiquement « je l'ai fait contraint ». Et donc, et la loi de finances 2022, c'était de la bibine, c'était de la rigolade par rapport à ce que va nous imposer le protocole des réformes du FMI. Et donc là, je sais ce qu'il compte faire. Il compte faire signer la présidente, la chef du gouvernement, Mme Boudin, pour qu'il puisse, en cas d'émeute, de jacquerie et de crise sociale profonde, se disculper en disant « c'est pas moi qui ai signé, c'est Mme Boudin qui a signé ». Et nous avons des informations qui indiquent que pour la plupart des observateurs internationaux, la seule personne habilitée à signer l'accord avec le FMI est le président de la République, puisque à ce jour, tant qu'il n'y a pas eu d'élection, la légitimité de Mme Boudin est extrêmement réduite. Donc, je ne sais pas par quel tour de passe-passe, le président de la République va essayer de se défausser sur Mme Boudin pour éviter d'assumer politiquement et publiquement et cette politique d'austérité extrêmement dure que va assumer le peuple tunisien. Oui, bon, mais de toute façon, quelle que soit la solution trouvée, il va plomber les comptes publics. Complètement, c'est clair. Donc, je veux dire, il n'échappera pas à la crise. Il n'échappera pas à la crise. Aujourd'hui, l'État tunisien, tant qu'il n'a pas la validation du FMI, s'il veut sortir pour obtenir un crédit, il est à 22-24%. Avec la signature de l'accord avec le FMI, il va retomber dans une fourchette de 8 à 12%, ce qui est extrêmement douloureux. Aujourd'hui, des pays comme la France, lorsqu'elles sortent sur le marché, elles empruntent à moins, elles empruntent en négatif. Donc, ce qui arrive, ce qu'il faut dire aux Tunisiens ou aux Tunisiennes, ce qui va arriver va être catastrophique. Et, comme je vous le disais, la concomitance de l'absolutisme que met en place Kais Saïed au niveau politique et constitutionnel va aller de pair avec une austérité qui va frapper
en pleine face les couches populaires et en particulier les plus démunies d'entre elles. Et là, on va attaquer le vrai sujet qui est la riposte au populisme qui conduit systématiquement à faire payer les plus démunis le prix de la crise. Oui, on peut dire, en conclusion, on pourrait dire que le Tunisien a soif de liberté, certes, mais il a déjà faim. Il a largement faim, il a un problème de coups-faim, et ce n'est pas Kais Saïed, et encore moins les politiques d'austérité qu'il va mettre en place, qui régleront le problème. Et malheureusement, et je le dis vraiment de tout cœur, cette crise va être très très dure, et elle va amener des gens à se poser des questions et à sortir de la bulle dans laquelle les a placés le président Kais Saïed, cette bulle du populisme et de l'autoritarisme. Très bien, Riyad Ben Fadel, je rappelle, vous êtes coordinateur général du parti Al-Qutb, qui est membre, qui fait partie de la coalition du quintet Al-Khoumessi, donc avec les partis, le parti du Courant démocratique, le parti républicain, le parti Takatoul et le parti des travailleurs de Hamal Hamami. On vous souhaite bon courage pour la suite dans cette nouvelle république que Kais Saïed a la ferme intention de mener jusqu'au bout. Peut-être arriverez-vous à l'en empêcher, puisque c'est votre combat aujourd'hui. Merci d'être venu, bon courage et à bientôt. Et moi je vous remercie de l'invitation. Et un dernier message, en espérant que le monde arabe ne soit pas un monde maudit et que les aspirations démocratiques de l'ensemble des peuples, en particulier du peuple algérien comme le peuple tunisien, soient capables de ces aspirations soient un jour concrétisées pour plus de démocratie, pour plus de respect de nos différences et pour une société ouverte et non pas refermée sur elle-même et qu'un jour nous connaissions la fin de l'autoritarisme, quel qu'il soit. Merci Riyad Ben Fadel. Et à bientôt. Beaucoup. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.